Donc, bonjour à tous, on m'entend bien? Parfait. Donc, je m'appelle Lindsay Goulet, je suis en deuxième année de thèse dans le cadre du PEPR Pre-Analytics. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une publication qui a été récemment acceptée en principe, on va dire, dans Nature Communication. Donc, c'est un outil qui est utilisé en métagénomique. Donc, la plupart des échantillons en métagénomique suivent un pipeline qu'on peut grossièrement simplifier en disant que il y a la collecte des échantillons, l'extraction de l'ADN, le séquençage et ensuite diverses étapes de mapping et de profiling qui permettent d'obtenir une table d'abondance d'espèces pour chaque échantillon. Au cours de ces différentes étapes, notamment entre la collecte et le séquençage, il peut y avoir divers biais, notamment la contamination. La contamination peut se définir comme la présence d'un ADN dans l'échantillon qu'on étudie, d'un autre ADN qui ne vient pas de celui-ci. Cet ADN peut venir d'une source externe, par exemple de l'environnement. C'est ce qu'on va appeler la contamination externe. Mais cet ADN peut aussi provenir d'un autre échantillon qui va être traité en même temps, notamment lorsqu'on utilise par exemple les plaques de 96 puits. C'est cette contamination qu'on peut appeler cross-sample contamination ou encore well-to-well contamination qui nous intéresse ici. Pourquoi est-ce que la contamination peut être problématique ? Premier point, c'est que la contamination, elle est vraiment récurrente. L'outil a été appliqué sur une quinzaine de cohortes publiques, donc sur le cancer colorectal. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a qu'une seule cohorte, la première, dans laquelle il n'y a aucun échantillon contaminé. Toutes les autres cohortes ont au moins un échantillon contaminé. Et le problème peut être plus ou moins important, puisqu'on peut avoir des cohortes avec peu d'échantillons contaminés, avec des taux faibles. Mais on peut aussi avoir des cohortes avec énormément d'échantillons contaminés, et en plus avec des forts taux. Et c'est là que ça peut devenir problématique. Le deuxième point, c'est que la contamination peut biaiser les résultats. Ça peut par exemple dissimuler le signal qui devrait être observé ou surestimer des calculs de richesse. Par exemple, ici, c'est un travail qui a été fait sur la cohorte Twins UK, où on a détecté un certain nombre d'échantillons contaminés. Donc ils sont en orange, il y en a 202 sur la cohorte de 1000 échantillons. Et on peut très clairement voir que la richesse, elle est bien supérieure dans ces échantillons contaminés, donc à gauche en orange au niveau du boxplot. Et on peut aussi voir que certaines espèces sont drastiquement plus prévalentes dans les échantillons contaminés que dans les autres. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour la détecter ? Donc, en théorie, ce qui nous intéresse, c'est de détecter la contamination d'un échantillon B par un échantillon A. Et donc, on va observer ce qu'on appelle les profils d'abondance des deux échantillons. Donc un profil d'abondance, c'est simplement l'abondance des espèces de l'échantillon A en fonction de l'abondance des espèces en échantillon B. Pour mieux voir ce nuage de points, on va se placer en échelle log-log. Et donc ici, chaque point en fait représente une espèce. Les points au milieu en violet, ce sont les espèces qui sont partagées dans les deux échantillons. Les points qui sont sur les axes, ce sont les espèces qui sont propres à un seul des deux échantillons. Donc en orange pour l'échantillon A et en noir pour l'échantillon B. Et donc en fait, lorsqu'il y a de la contamination, par des équations mathématiques simples à comprendre, en fait, les espèces qui sont en orange vont, lorsqu'il y a de la contamination, venir former une droite. Et à partir de cette droite, en fait, on peut identifier l'échantillon source par rapport à la position de la droite. On va dire que la source, c'est l'échantillon, on va dire qui est du côté de la droite. Et on peut aussi estimer le taux de contamination par l'équation de la droite. Donc ça, c'était en théorie. Comment ça se passe dans la vie réelle ? Là, vous avez le cas de deux échantillons, avec l'échantillon 868 qui a été, dans l'échantillon 95 qui a été manuellement contaminé, puis qui a suivi le pipeline classique, donc séquençage, etc. Et on peut très clairement voir en fait cette droite de contamination apparaître, puisqu'il a été contaminé par l'échantillon 68. Donc à droite, c'est le cas contaminé, et à gauche, c'est l'échantillon qu'on n'a pas touché, donc on voit très clairement la différence et l'apparition de cette droite. Il faut aussi noter que la détection de la contamination, elle dépend de différentes variables, notamment du taux de contamination et de la profondeur de séquençage. Donc ici, on voit très clairement que plus la profondeur est importante, donc à gauche, vous avez 1 million en haut, et à droite, vous avez 10 millions, plus la profondeur est importante, plus la droite, pour un même taux de contamination, va être visible et va pouvoir être détectée.
En dessous, vous avez, pour une même profondeur de séquençage, on a fait évoluer le taux de contamination. Et là, vous voyez que plus la contamination est importante, plus elle est facile à détecter. Et en plus, on peut aussi voir que donc, les points qui sont en foncé, ce sont les points qui ont été apportés par la contamination. Plus le taux de contamination est important, plus le nombre d'espèces est important et donc peut venir biaiser les résultats. Il y a aussi le choix de l'outil taxonomique qui peut être important pour la détection de la contamination. Donc ici, on a testé 3 outils, dont Metaflan 4, Sylph et Meteor 2. Et on peut voir que l'outil a vraiment un impact sur la détection, puisque Meteor est capable de détecter beaucoup plus de contamination, notamment pour les taux de contamination plus faibles. Ceci, ça s'explique par le fait que l'outil recherche vraiment une droite. Et lorsqu'on utilise d'autres outils, comme par exemple Metaflan, les espèces sous-dominantes, celles qui sont le plus à gauche dans la droite, elles peuvent être mal estimées. Et donc, en fait, on n'a pas réellement une droite, mais on a plutôt un genre de virgule. Et donc, l'outil va mal détecter ce genre de pattern. Donc, jusque-là, on a vu que la contamination, elle était associée à un pattern, du coup, donc la formation de la droite dont je vous ai parlé. On peut identifier la source de contamination ainsi qu'on peut estimer le taux de contamination. Sauf que la détection de la contamination, elle est donc visuelle et elle nécessiterait l'observation de chaque profil un par un. Sauf que pour une plaque 96 puits, c'est plus de 4500 profils à curer et je pense que personne n'a envie de faire ce travail à longueur de journée. C'est pour ça qu'on a développé donc, Crocodile, qui est un outil qui va venir automatiser en fait, tout ce process. Il va prendre en entrée la table d'abondance des espèces que vous avez généralement en sortie, par exemple de Metaflan ou de Meteor. Et il va vous sortir une liste d'échantillons potentiellement contaminés avec, donc vous aurez l'échantillon contaminé par qui, donc la source, le taux de contamination et toutes les espèces potentiellement apportées par la contamination. Cependant, comme beaucoup d'outils, Crocodile a quand même des limites et comme je l'ai dit précédemment, la détection de la droite, elle nécessite que un des échantillons ait des espèces propres, donc les fameuses espèces oranges sur l'axe. Sauf que lorsqu'on est dans le cas d'échantillons très similaires, du coup, la droite de contamination ne peut pas forcément être détectée. Donc, par exemple, ça va être le cas sur des échantillons, par exemple, d'animaux qui viennent d'une même cage ou d'une même ferme, mais aussi d'échantillons longitudinaux. Donc là, par exemple, vous avez 2 profils. À gauche, c'est un projet où c'était un projet fermenteur, donc on a le même donneur à 2 temps différents, donc il y a 1 jour d'écart. Et là, les profils sont vraiment très proches. Il y a très peu d'espèces sur les axes, donc très peu d'espèces proches au donneur, mais ce qui est logique puisqu'on est sur le même donneur. Et donc là, en fait, en cas de contamination, on va être incapable de détecter, de voir une droite et de la détecter. À droite, c'est le même principe. Vous avez le même échantillon, mais qui a été traité avec 2 méthodes d'extraction différentes. Et là, c'est normal, on s'attend à ce que les profils soient proches, mais du coup, on ne peut pas détecter contamination s'il y en a. Donc, dans le PEPR SAMS Pre-Analytics, l'idée, c'est de séquencer 70 échantillons répartis en 10 donneurs et 7 conditions. Donc là, on va être dans le problème de la limite de Crocodile, où on ne va pas pouvoir forcément regarder les contaminations entre les mêmes donneurs. Donc l'idée, c'est dans un premier plan de définir un plan de plaque optimisé qui va permettre d'éloigner au maximum les échantillons des mêmes donneurs. Donc là, c'est un exemple de plan de plaque qui pourrait se faire, où on voit que, par exemple, vous avez dans les 4 coins le donneur rouge qui est le donneur 1 dans des conditions différentes. Donc on va essayer d'éloigner au maximum les mêmes donneurs. Dans un second temps, pour les donneurs différents, on pourra utiliser Crocodile pour détecter s'il y a eu de la contamination entre les échantillons. Et enfin, si échantillon contaminé il y a, on pourra retraiter ces échantillons à partir de l'extraction d'ADN ou peut-être tenter de les décontaminer puisqu'il y a actuellement un travail en cours qui serait un genre de crocodile décontamination qui pourrait permettre en fait de décontaminer les échantillons in silico. Et donc je vous remercie pour votre attention.